Alors, bonsoir mesdames et messieurs, bonsoir chers amis. Est-ce que vous m'entendez? Alors, je demande à la technique, est-ce que vous m'entendez? J'attends le feu vert. Oui, c'est bon. Donc, alors, bonjour à tous. Nous sommes lundi 24 mars, il est 18 heures et quelques minutes à Paris, il est 13 heures à Fort-de-France, et puis pour faire le tour des Outre-mer, il est à Saint-Denis-de-la-Réunion, il est 21h05, et à Nouméa, en Nouvelle-Calédonie, il est 4h05 minutes. Ce sera bientôt le réveil pour nos amis néo-calédoniens. Alors, nous sommes réunis pour le quatrième forum Opinion Outre-mer, dont le sujet principal dans une deuxième partie portera sur la demande d'un choc régalien dans les Outre-mer autour des enjeux de narcotrafic, de guerre hybride et de violence urbaine que l'on a pu voir dans plusieurs territoires des Outre-mer. Mais avant cela, nous avons voulu donner la priorité à l'actualité la plus chaude, même si sur le narcotrafic, il y a une actualité importante avec la proposition de loi sénatoriale qui est arrivée à l'Assemblée nationale et qui est en cours de discussion. Nous en reparlerons tout à l'heure avec les invités. Mais on va commencer par une première partie sur le bilan que l'on peut tirer de la visite du ministre des Outre-mer, ministre d'État, ancien Premier ministre Manuel Valls, aux Antilles. Avant cela, permettez-moi de remercier quand même déjà d'entrée de jeu d'une part mon équipe, Géorgia Sarictor et Radouane Kourak, et également les intervenants de ce soir qui sont Madame Micheline Jacques, on va en parler dans un instant, sénatrice de Saint-Barthélemy et présidente de la délégation aux Outre-mer du Sénat. Euh, Jean-Marc Vigilant, qui est un général de l'armée qui vient, je crois, de passer à la retraite, mais ça, on en parlera tout à l'heure, et qui est un des grands spécialistes de la guerre hybride qui interviendra. Frédéric Ploquin, journaliste, auteur de nombreux ouvrages sur la criminalité organisée, et Monsieur Étienne Blanc, sénateur du Rhône, rapporteur de la loi sur le narcotrafic. Et avec tous les trois, nous débattrons de ces enjeux d'un choc régalien. Mais commençons avec le bilan de la visite de Manuel Valls aux Antilles. J'appelle Madame Micheline Jacques. Est-ce que vous êtes parmi nous, Madame Jacques? Bonsoir, Monsieur Top. Oui, je suis parmi vous. Malheureusement, j'ai un souci de caméra que je D'accord. n'arrive pas à activer. C'est D'accord. vous qui avez visiblement, c'est vous. Ah, Voilà, on voilà, voit. c'est bon, Exactement. c'est Alors, réglé. j'en profite d'ailleurs pour apporter une précision à tous les participants. Il y a 15 jours, nous avons eu quelques problèmes, non pas techniques, mais on a tenté de nous torpiller le débat. Quelques personnes malveillantes qui ont voulu s'immiscer de façon agressive dans ce débat serein et pacifique, comme nous tenons toujours à les organiser. Et du coup, on a pris des mesures un peu plus restrictives au niveau des caméras et du son pour éviter ce genre de désagrément. Donc c'est pour cela que c'est peut-être un tout petit peu moins fluide, mais c'est par souci de sérénité du débat. Madame Micheline Jacques, merci d'avoir accepté d'être parmi nous. Alors, comme je dis souvent, vous êtes un des piliers du dispositif institutionnel de la République française dans les Outre-mer, puisque vous êtes à la tête de la délégation aux Outre-mer du Sénat. Et on connaît depuis quelques années un Sénat très actif en matière d'initiatives, de propositions, de travaux parlementaires sur les Outre-mer. Et je crois que vous y êtes pour quelque chose. Alors, comme en plus vous êtes sénatrice de Saint-Barthélemy, donc vous avez accueilli, je l'imagine, le ministre Manuel Valls sur votre belle île de Saint-Barthélemy. Je vous ai proposé, et c'est la première question que je tiens à vous adresser, quel est le bilan que vous tirez de votre place, de votre position de président de la délégation aux Outre-mer, de la de la visite du ministre Manuel Valls aux Antilles? Je vous remercie tout d'abord de votre invitation et de consacrer un forum aux Outre-mer. Ce que je tire de la visite de Manuel Valls, si vous voulez bien, je vais rappeler tout de même que Manuel Valls
a été Premier ministre jusqu'en 2016. Donc, 8 années se sont écoulées depuis et il me semble important qu'il se rende dans les territoires ultramarins pour prendre le pouls, surtout après les différentes crises que nous avons connues. Alors, il s'est déplacé dans l'urgence à Mayotte et à La Réunion à la suite des événements climatiques en Nouvelle-Calédonie, compte tenu du contexte que nous connaissons. Et pour arriver à Saint-Barthélemy, il est venu dans un contexte politique local qui était particulièrement tendu. Il a appelé à la stabilité, ce que souhaitaient tous les élus. Et il est vrai que nous avons passé un moment un peu désagréable et qui n'est pas très reluisant pour l'île, mais j'espère que les choses reviendront, sont revenues dans l'ordre. Pour la suite, j'ai suivi son déplacement dans les autres territoires et il est évident qu'il y a deux thèmes qui sont revenus, qui sont le narcotrafic et la vie chère. Alors, concernant la vie chère, plusieurs propositions de loi ont été déposées, notamment bon, une à l'Assemblée nationale, deux au Sénat. La délégation elle-même a entamé une étude sur la vie chère qui inclut tous les territoires ultramarins, puisque nous avons toujours travaillé de manière transversale et transpartisane. Nous avons eu, pas plus tard que tout à l'heure, une réunion de cadrage avec les rapporteurs et nous rendrons notre rapport très prochainement. Et concernant le narcotrafic, donc c'est un sujet qui me préoccupe particulièrement puisqu'il entraîne beaucoup de violence dans nos territoires, du trafic d'armes aussi, et de façon plus globale dans la Caraïbe. Et à ce titre, j'organise demain soir au Sénat un colloque sur Haïti, les gangs en Haïti. Nous avons eu aussi l'actualité, un grand reportage dernièrement, pas plus tard qu'hier ou avant-hier, euh, sur la situation des gangs en Haïti. Et il est important aussi qu'on puisse y travailler parce que Haïti, c'est quand même un endroit d'où peuvent émerger vers les autres territoires, pas que de la violence. J'ai beaucoup de respect pour la communauté haïtienne. J'ai fait des rencontres extraordinaires, mais il y a un vrai sujet à ce niveau-là et je vais enchaîner par saluer mon collègue Étienne Blanc pour sa proposition de loi sur le durcissement contre le narcotrafic qui touche malheureusement tous nos territoires ultramarins. Mhm. Tout à fait, on va en reparler effectivement tout à l'heure. J'en profite d'ailleurs pour saluer une autre personnalité qui est dans la salle de ce forum et que je remercie pour sa présence, Monsieur Bernard Briand. Vous êtes le président du conseil territorial de Saint-Pierre et Miquelon. Et c'est pour nous très important, c'est un honneur de vous avoir parmi nous, parce que Opinion Internationale a décidé de s'intéresser aux Outre-mer et bien entendu à tous les Outre-mer. Et je ne doute pas d'ailleurs que le ministre qui fait actuellement un tour du monde, et il fallait le faire, il faut le faire, des Outre-mer, arrivera bientôt par chez vous. Et je suis, voilà, merci à vous d'être là. Je reviens à Madame Micheline Jacques. En fait, la visite de Manuel Valls était très très attendue dans les Antilles et au niveau national, à cause notamment des violences qui ont pu se produire en Martinique à l'automne de 2024. Une première question qui concerne la vie chère. En fait, le ministre Manuel Valls a finalement annoncé, si je ne me trompe pas, grosso modo, qu'il récupérait à son compte toutes les initiatives parlementaires qui avaient été prises sur la vie chère, à la fois les deux propositions de loi, une au Sénat de M. Victoria Lurel, une à l'Assemblée nationale de Mme Bellet, mais également les travaux parlementaires que vous avez conduits sur la vie chère et qu'il le transformait en projet de loi Manuel Valls, projet de loi gouvernemental. Mais est-ce que vous considérez que les annonces pour l'instant très générales qu'a faites Manuel Valls quant au contours qu'aura cette loi ne sont pas très dirigistes finalement. Est-ce que elles n'abordent pas la question économique et la question de l'égalité sociale
de façon, somme toute, très dirigiste. C'est la question d'ailleurs que je lui ai posée dans l'interview qu'il m'a accordée à la fin de sa visite en Martinique. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette approche pour ce que l'on sait des grandes lignes qu'a annoncé le ministre, le ministre d'État lors de ces deux passages aux Antilles? Alors, si vous voulez, moi, j'attends de voir le projet de loi. Parce qu'il est vrai on annonce un projet de loi. Je sais que les travaux de la délégation sont aussi attendus par le ministre. Donc, il faudra je ne peux pas, en ce moment précis, vous dire que ces travaux sont trop dirigistes ou non. Mais cela fera partie, évidemment, des débats que nous allons mener dans lors de l'examen de ce projet de loi. D'accord. Et donc cette synthèse que vous avez annoncée, qui est imminente au niveau du Sénat, elle est prévue pour quand en fait? Vous dites, vous avez... Alors, Oui. le rendu est prévu pour le 3 avril. Donc, c'est vraiment la semaine. D'accord. euh, Et ça, c'est une synthèse uniquement sénatoriale ou vous y avez mobilisé également des députés? non, c'est le rapport de la Voilà, délégation c'est sur c'est les ça, travaux de la délégation sénatoriale sur la vie chère. au- sur la vie chère. D'accord. Alors, une autre façon de poser la question sur le rapport entre vie chère, développement économique des Outre-mer et enjeux globaux des Outre-mer. Vous êtes également un des acteurs clés d'une proposition de loi ou d'une mission parlementaire ou d'une étude parlementaire, vous allez me préciser cela, sur l'adaptation du droit aux Outre-mer, c'est-à-dire une approche qui est peut-être plus juridique, peut-être plus pratique, plus dans comment est-ce qu'on peut adapter aux réalités et aux différences de situation qu'il peut y avoir, d'une part, entre les Outre-mer et le territoire hexagonal, mais également entre les différents territoires ultramarins. Est-ce que finalement, moi, dans un des éditos que j'ai commis, j'appelais à une grande loi Valls des Outre-mer, dans l'idée que Manuel Valls était encore une grande personnalité du paysage politique français, ben, il apporte aux Outre-mer sa gouaille, sa notoriété, son dynamisme pour que tous les Outre-mer en profitent. Mais finalement, là aussi, annonçant une loi que sur la vie chère, est-ce que quelque part, il ne passe pas à côté de la globalité des enjeux qui excite peut-être plus que de traiter ce seul sujet de la vie chère et peut-être davantage cette adaptation des droits, j'ai envie de dire, droit national, droit européen, droit économique, droit au niveau agricole, au niveau... enfin, tous les secteurs d'activité ont des problématiques spécifiques, la pêche, etc. Est-ce que c'est pas cette approche-là qu'il aurait fallu privilégier? Alors, si vous voulez, pour recadrer les choses dans leur contexte, c'est à la base le président Larcher qui s'est engagé de prendre en charge qui a proposé aux maires, lors des congrès des maires, de créer une proposition de loi d'actualisation du droit des Outre-mer. Donc, les travaux de la délégation sont partis de cette commande et nous avons déposé de manière transpartisane, puisque tous les membres de la délégation, à deux exceptions près, ont co-signé cette proposition de loi qui a été déposée au Sénat. Après, il est vrai qu'une proposition de loi de 40 articles, il faut trouver la niche parlementaire pour l'insérer. Elle n'a pas encore été inscrite, mais j'espère qu'elle le sera d'ici juin ou d'ici septembre. Mais vous êtes d'accord quand même que le ministre Valls, comme il l'a fait sur la vie chère, aurait pu se dire, c'est cette approche-là qu'il privilégie et qu'il la récupère à son compte pour pouvoir justement faire en sorte que le gouvernement l'inscrive avec certitude à l'agenda parlementaire, puisqu'il en maîtrise quand même l'essentiel de la composition, de l'organisation. Je n'ai pas commenté les choix du ministre Valls. Il est un ministre d'État, donc il fait comme ce qui semble bon pour lui. D'accord. Une question qui a beaucoup surpris en Martinique, mais certainement au-delà. Le ministre Valls a décidé de rencontrer le RPRAC, donc cette organisation qui avait été à l'origine et du mouvement contre la vie chère et
très nombreuses violences qui ont secoué, traumatisé, semé la peur et la terreur parmi de très nombreux habitants de Martinique à l'automne dernier. Et ce climat continue à certains égards à perdurer. Est-ce que vous trouvez que c'était une faute politique de sa part de rencontrer cette organisation? Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, le ministre Valls est un ministre d'État. Donc, il est en mesure d'apprécier les décisions qu'il prend. Il est vrai que j'ai reçu pas mal de messages qui manquent une incompréhension liée à cette rencontre. Il y a une certaine cristallisation dans les médias liée aux problématiques de la vie chère. Bon, je pense qu'il devrait, enfin, il aurait dû s'expliquer car toute incompréhension, il faut la clarifier par des explications sur ce sujet. Mais je ne peux pas préjuger de ce qui est bon ou pas dans l'action de M. Valls. Et une dernière question qui est une forme de mea culpa que pourraient peut-être les médias s'attribuer s'appliquer à eux-mêmes. Est-ce que vous ne trouvez pas finalement donc, ce ministre d'État, cet ancien Premier ministre qui est très volontariste, qu'on entend sur certains sujets comme le régalien, la lutte contre l'islamisme extrêmement présent, euh, est-ce que finalement vous ne trouvez pas la couverture médiatique de sa visite aux Antilles par les médias parisiens, entre guillemets, nationaux, a été, et c'est moi qui le dis, qui l'assume, somme toute assez faible, assez peu suivi. Très peu de journalistes sont venus de Paris sur le terrain, j'ai envie de dire. Comment vous expliquez, Madame Jacques, vous qui êtes à la fois ultramarine et sénatrice donc au niveau national à la tête de la délégation étrangère, comment on pourrait presque poser cette question aussi à Bernard Briand, s'il veut le dire un mot sur cette question. Comment vous expliquez c'est un peu ce plafond de verre, j'ai envie de dire, médiatique, quant à l'attention des médias vis-à-vis de telles visites? Bon, je dirais que c'est la vision globale que l'emporte sur les Outre-mer d'une manière générale. Souvent, les médias n'interviennent que lorsque les choses vont mal et on ne s'intéresse pas trop au territoire ultramarin. Il faut dire les choses comme elles sont et je vous réitère mes remerciements pour toute l'attention que vous portez à nos territoires et grâce à vous, les territoires commencent à avoir une autre ouverture qu'uniquement des personnes qui sont révoltées, qui cassent et qui détruisent tout. D'accord. D'ailleurs, je dois dire qu'on a pas mal de sollicitations. Alors, ce soir, on n'est pas très nombreux dans le forum et on a eu des petits problèmes d'organisation technique. Mais la réalité, c'est que je suis assez étonné des sollicitations qu'on a de certaines personnes qui ne sont pas du tout ultramarines, qui commencent à s'intéresser à ce qu'on fait parce qu'effectivement, il y a un manque d'attention. Bernard Briand, est-ce que, si vous me permettez, Micheline Jacques, si on peut proposer à Bernard Briand de dire un mot avant que nous passions au débat sur le narcotrafic. Si vous... Oui, Avec plaisir. bonjour à toutes et à tous. Merci en tout cas d'organiser ce forum sur la question que vous posez. Les médias, bon, l'actualité aujourd'hui au niveau international est extrêmement anxiogène, hein, première chose. On va en Donc on parler est d'ailleurs passé un avec peu à Vincent. l'as. On est passé un peu à l'as. De manière un peu plus générale, les médias s'intéressent surtout quand il y a des catastrophes. Quand est arrivé Chido, on a vu successivement tous les politiques se sont accourus les uns après les autres pour se déplacer à Mayotte. On l'aura vu. Récemment, il y a eu aussi une catastrophe à La Réunion dont on a très très peu entendu parler. J'étais avec Madame Guette Boileau la semaine dernière. Donc les médias cherchent plutôt à faire du sensationnel. Et puis sur la présence et la politique volontariste d'Emmanuel Valls sur nos territoires, ben, en tout cas, il a, même si on attend forcément les actes, cette volonté de vouloir remettre au cœur des intentions de la politique gouvernementale les Outre-mer avec leurs spécificités, leur particularisme. Et en ce sens-là, en tout cas, il a cette volonté d'essayer, en tout cas, de mettre en avant des sujets qui ont leur importance. Et puis, pour revenir à ce que vous avez dit tout à l'heure sur la vie chère,
Alors aujourd'hui, je peux le comprendre au niveau hexagonal, ce soit un sujet, une préoccupation, mais je pense que Manuel Valls, en essayant de prendre à son profit ce qui a pu être fait par la présidente de la délégation Outre-mer, Micheline Jacques, le sénateur Lurel, mais aussi la députée Bellé, eh bien, c'est d'essayer de porter au niveau gouvernemental, eh bien, le ressenti de la population ultramarine et celle aussi des élus sur une problématique. Aujourd'hui, la vie chère, eh bien, elle est importante, elle est surévaluée de l'ordre de 40% dans les Antilles, et à Saint-Pierre-et-Miquelon, on est à plus de 70%. Donc, il prend à bas le corps un sujet. Est-ce qu'il va avoir les moyens permettant en quelque sorte de réduire cet écart aujourd'hui qui est considérable et qui nuit quelque part à l'attractivité de nos territoires respectifs? Bien sûr. Micheline Jacques, merci cher monsieur. Et encore une fois, merci pour votre présence qui pour nous est évidemment importante parce que on espère arriver à, bien entendu, à parler de tous les Outre-mer dans ce forum bimensuel qui a lieu le deuxième, le quatrième lundi de chaque mois. Quelle heure il est à Saint-Pierre-et-Miquelon? Il doit être la même heure qu'aux Antilles, si je ne me trompe pas. Alors, on va vous redonner le son. Excusez-nous. Si on peut redonner le son à Bernard Briand. Ah, alors ça va. Dès que le son revient, on vous donnera la parole. Micheline Jacques, est-ce que vous vouliez conclure avant que nous passions au débat sur Ah, Monsieur Briand, quelle heure il est chez vous alors? 15h25. 15h25. Parfait. Donc c'est pas la même heure. Micheline Jacques, vous voulez conclure si vous voulez bien, et je vous remercie encore de votre intervention sur la visite de Manuel Valls. C'est ce que vous attendez peut-être dans les prochaines semaines. Ben, je vous réitère mes remerciements et puis j'espère que ce projet de loi sera porteur d'espoir pour nos territoires ultramarins. Mais je pense que au lieu de travailler par à-coups, vous avez parlé tout à l'heure d'une grande loi outre-mer. Je pense qu'il faut aller vraiment plus en profondeur et changer la façon de voir nos outre-mer, d'une part, mais la façon aussi de mettre en œuvre les politiques publiques, parce que les politiques publiques ne sont pas adaptées aux territoires ultramarins. Et je risque de choquer quand je dis que parfois nous gaspillons la France gaspille de l'argent avec des politiques publiques qui ne sont pas efficientes, alors qu'il faudrait écouter les acteurs de chaque territoire et leur permettre de développer des politiques publiques qui sont adaptées aux réalités de chacun d'eux. Voilà. C'est pour ça que je disais, vous vous êtes tenu à une certaine peut-être obligation de consensus, et c'est tout l'intérêt de votre délégation, évidemment. Comme vous l'avez dit, vous avez une approche et transpartisane et trans-territoire des Outre-mer. Mais il est vrai que, comme je l'ai écrit dans quelques éditos, que je pense vraiment qu'une approche plus globale et pas centrée que sur la vie chère, mais vraiment centrée sur une adaptation du droit, des droits, parce qu'il y a tellement de codes, hein. Les codes sont tellement nombreux dans notre pays, leur adaptation et leur allègement pour les Outre-mer serait extrêmement efficace. Merci Micheline Jacques d'avoir participé et on va suivre de très près, dès le 3 avril, le rapport que vous allez rendre, la synthèse de votre approche de la vie chère. On va passer à la deuxième partie. J'en profite aussi pour saluer un ancien député européen, Thierry Cornillet, qui est parmi nous et que je salue. Et j'appelle Étienne Blanc, Jean-Marc Vigilant et Frédéric Ploquin. On a 45 minutes à 1 heure pour débattre. Et je vais commencer, si vous me le permettez, messieurs Vigilant et Ploquin, par Étienne Blanc, parce que vous êtes à l'origine de ce projet de loi sur le narcotrafic. Alors j'ai plusieurs questions à vous poser, monsieur le sénateur. D'abord, permettez-moi de vous présenter. Vous êtes sénateur du Rhône. Vous avez été le rapporteur, le co-rapporteur, si je ne me trompe pas, de la loi sur le narcotrafic, la lutte contre le narcotrafic qui a été votée à l'unanimité du Sénat, ce qui est un quasi-exploit, je pense, vu la sensibilité du sujet qui était porté. Et la première question que je souhaiterais vous présenter, vous poser, parce que je pense que c'est toujours important de revenir à l'origine des choses, d'où est partie cette initiative, cette proposition de loi sur le narcotrafic? Alors, il faut mettre juste le son, Monsieur Ten Blanc. Alors, juste, on va mettre le son. Alors, est-ce que... Je sais.
Voilà, c'est bon. Voilà, parfait. Bienvenue à vous. Non, je veux dire, je suis très très heureux de participer à cet échange parce que avec la commission d'enquête dont j'étais le rapporteur, nous avons beaucoup travaillé sur les Outre-mer et beaucoup sur la Guyane, sur les Caraïbes. On sait aujourd'hui que 90% de la production de cocaïne est en Amérique du Sud et une grande partie passe par cette région avec toutes les conséquences catastrophiques que l'on connaît pour la Guyane, pour la Guadeloupe et pour la Martinique. Alors pourquoi cette commission d'enquête? Ce sont deux sénateurs républicains de Marseille, Stéphane Le Rudulier et Valérie Boyer, qui, au regard de la cinquantaine de morts que l'on avait connues en 2023 sur la grande agglomération de Marseille, avaient demandé au président du Sénat et à Bruno Retailleau, qui à l'époque était le président du groupe des Républicains, de lancer cette commission d'enquête. C'est une requête et qui a été entendue favorablement et cette commission d'enquête a été mise en œuvre. Vous savez qu'au Sénat, il y a une particularité et peut-être une différence avec l'Assemblée nationale d'aujourd'hui, c'est qu'au Sénat, on se parle entre majorité et opposition, on se parle calmement et on essaye de construire des choses en commun. Donc le président de cette commission, c'était Jérôme Durain, sénateur socialiste de la Saône-et-Loire, et moi-même, j'en étais le rapporteur. Très bien. Et alors c'est vrai que la composition du Sénat est différente de la composition de l'Assemblée nationale. On va dire que LFI et le Rassemblement national, ils sont beaucoup moins représentés qu'à l'Assemblée nationale. Mais quand même, comment est-ce que vous avez fait? Que signifie pour vous le vote à l'unanimité? Est-ce que vous étiez sûr de l'avoir? Est-ce que c'était gagné d'avance? Ou comment expliquez-vous ce vote unanime du Sénat qui date de décembre dernier? Et moi, je crois qu'il faut être très, très honnête et très clair. Si on veut l'unanimité, il y a des sujets sur lesquels on sait qu'il ne peut pas y avoir l'unanimité et qu'il faut écarter dans le cadre de travaux parlementaires. En matière de narcotrafic et en matière de stupéfiants, la question très clivante, mais ce n'est pas vrai que pour la France, c'est vrai pour tous les pays d'Europe, c'est la question de la légalisation. Nous n'avons pas, avec Jérôme Durain, abordé la question de la légalisation et nous l'avons décidé d'un commun accord. D'abord parce que le thème de notre commission d'enquête, c'était le narcotrafic. Donc, les entreprises criminelles et qui travaillent dans le domaine du narcotrafic. Et puis, si on rentrait dans cette question de la légalisation, il y avait des problèmes de santé, de psychologie, de psychiatrie, d'addiction. Et il y avait des problèmes qui touchaient à la chimie elle-même, aux molécules elles-mêmes. Donc, et ça nous aurait entraîné dans des débats sempiternels. Nous avons vraiment voulu nous concentrer sur l'entreprise criminelle. Et pourquoi est-ce que nous avons abouti à l'unanimité? Parce que nous avons travaillé ensemble et nous n'avons rien caché et nous avons énormément échangé avec nos collègues. Et nous nous sommes aperçus très rapidement que vous soyez socialiste, communiste, écologiste, centriste, de droite, et les problèmes sont les mêmes dans nos villes. Ce sont des familles touchées, ce sont des jeunes perdus, et c'est une violence absolument débridée qui pèse désormais sur l'ensemble de la société. C'est une corruption qui est en train de gagner des services névralgiques de la nation. Et là, sur le constat, mais il n'y a pas de discussion. Donc sur le constat, il y a une unanimité. Et ensuite, sur les moyens d'y remédier, eh bien, il y a eu un travail. Comme je le dis souvent, on a fait un pas l'un vers l'autre et on a trouvé ce juste équilibre entre la nécessité de protéger l'intérêt général, de protéger la nation et la protection des libertés individuelles. C'est une vaste question qui anime les juristes depuis si longtemps. Et nous avons réussi à trouver cet équilibre par le dialogue et par l'échange, sous pression évidemment, comme je le disais, d'une situation particulièrement grave pour nos villes. Monsieur Etienne Blanc, vous avez obtenu un équilibre, notamment sur les questions de liberté publique. Et quel regard portez-vous dans le respect non pas de la séparation des pouvoirs, mais du travail respectif du Sénat et de l'Assemblée nationale? Quel regard portez-vous sur le débat qui se passe actuellement à l'Assemblée nationale? Parce que c'est quand même assez chaud et il y a des critiques assez virulentes de certaines dispositions de la loi en matière justement de liberté publique. Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'on est en train de passer un peu à côté de l'essentiel, qui est justement
simplement doter la police, la gendarmerie, la justice, les services douaniers, tous les acteurs de la lutte contre le narcotrafic des moyens à la hauteur des défis qui sont en face. Alors, moi, ce que je constate, hein, j'ai été tenu informé, pas d'heure à heure, mais presque des travaux de l'Assemblée nationale. Ce que je constate, c'est que la quasi-totalité des dispositions que contient la loi votée à l'unanimité par le Sénat ont été reprises par l'Assemblée nationale et ont été adoptées. Il y avait des sujets qui étaient des sujets clivants, c'était l'affaire du dossier coffre, enfin, ce qu'on appelle le procès-verbal séparé. Il y avait des questions sur la réorganisation de l'OFAS, il y avait des questions sur le parquet national anti-criminalité organisée. Ben, je constate que l'Assemblée nationale les a adoptés. Alors, elle a écarté quelques éléments, mais elle a écarté notamment un dispositif qui avait été rajouté un peu tardivement sur un amendement qu'on a eu un peu de peine à débattre parce que c'était un amendement qui était très fourni, très, très dense, sur ce qu'on appelle les backdoors. Comment rentrer dans une messagerie protégée, comme WhatsApp, hein, et comment autoriser la puissance publique à rentrer dans cette messagerie pour repérer des messages qui touchent au narcotrafic. Alors, au Sénat, nous avions accepté des dispositifs nouveaux qui étaient jugés un peu intrusifs. Nous avions, nous, considéré que, au regard de la gravité des actions que mènent les entreprises de narcotrafic, il fallait absolument qu'on permette à nos services de police, dans les affaires de criminalité organisée, de rentrer dans ces messageries cryptées et protégées, de manière à ce qu'on puisse faire les repérages nécessaires. L'Assemblée nationale l'a supprimé, et nous verrons ce qu'il en est. Je pense que c'est privé, enfin, c'est un avis personnel, c'est priver la puissance publique de moyens très efficaces. Mais pour tout le reste, les dispositions que nous avions votées ont été adoptées. Alors, je crois que le débat se termine ce soir. Il Oui. restait quelques points à discuter. Moi, je suis très optimiste et ça laisse entendre que quand on fait un travail très solide, très argumenté, quand on ne ment pas, voilà, hein, quand on dit la vérité aux Français et à la représentation nationale, ben, les messages passent. Alors à l'Assemblée nationale, bien sûr, il y a eu de la part de LFI des actions de blocage, de destruction quasiment systématique, mais enfin on connaît l'idéologie de LFI et nous n'en avons pas été surpris. Alors, une question très importante pour nous, nous sommes dans le forum Opinion Outre-mer. Monsieur le sénateur, euh, est-ce que les Outre-mer, les enjeux ultramarins de la lutte contre le narcotrafic, tiennent une place centrale dans cette loi qui va bientôt être adoptée par le Parlement? Est-ce que le fait que sur certaines drogues, près de 45% des drogues arrivent sur le sol national par les Antilles, par les Caraïbes françaises, est-ce que cette donnée a été prise en compte? Est-ce que, nous parlions tout à l'heure d'adaptation du droit aux Outre-mer, est-ce que cette loi narcotrafique est, selon vous, adapté aux enjeux ultramarins de la géopolitique et de la réalité du narcotrafic en France? D'abord, je veux dire qu'on a été très très proche des sénateurs. Nous avions beaucoup de sénateurs d'outre-mer qui étaient membres de notre commission. J'écoutais tout à l'heure Micheline Jacques. Elle a apporté des renseignements de première main sur la situation dans cette région du monde et sur la situation de nos territoires d'outre-mer. Donc ça nous a été très utile et par elle, par ces apports, on a pu évidemment adapter notre rapport. De manière générale, qu'est-ce que l'on peut dire? Ce que l'on peut dire d'abord, c'est qu'il y a une question de proximité. On est à 1500, 1800 kilomètres des lieux de production quand on est en Guyane. Et on sait, comme je disais tout à l'heure, 90% de cette production, elle est dans les pays d'Amérique du Sud, la Colombie et autres. Enfin, je ne vais pas détailler les choses. Donc, cette proximité, évidemment, elle impacte nos territoires d'outre-mer. La deuxième chose importante, c'est qu'il y a eu des réactions, notamment au Suriname, à l'initiative des Pays-Bas. Les aéroports du Suriname ont été extrêmement surveillés. Hein. L'aéroport de Paramaribo a fait l'objet de contrôles drastiques. Et mécaniquement, ben, ça a généré un report du trafic sur Cayenne et sur l'aéroport Eboué. Donc,
Et il y a eu ensuite, bien sûr, une réaction de la France, notamment lorsque l'on a constaté le développement du phénomène des mules, qui a été extrêmement important sur l'aéroport. On a mis des dispositifs, les interdictions de vol, les scanners, le développement de toute une série de dispositifs techniques pour mieux repérer les mules. Mais à partir du moment où la Guyane est mieux protégée, on voit bien que le trafic, il se reporte sur les Caraïbes, sur la Guadeloupe et sur la Martinique. Vous savez, c'est quelque chose qui nous a vraiment frappé. Quand vous tapez euh, au cœur d'un dispositif de narcotrafic, l'entreprise de narcotrafic a une capacité d'adaptation qui est d'une rapidité extraordinaire. Ça nous a surpris. Hein. Vous supprimez une voie de communication, elle se reporte mécaniquement et très rapidement. Donc, ce que nous constatons, pour résumer, c'est une présence très très forte de produits stupéfiants dans cette région. Alors, est-ce que nous avons les moyens? Dans notre rapport, nous le disons clairement, non. Non, nous n'avons pas suffisamment de moyens, ni sur la Guyane, ni sur la Guadeloupe, ni sur la Martinique. Alors d'abord, moyens de justice, on manque de places dans les prisons, on manque de greffiers, on manque de magistrats, c'est une évidence. Difficulté pour notre gendarmerie. Quand on parle de la Guyane, ces vastes espaces boisés, c'est compliqué. Bon. Difficulté aussi pour nos douanes, difficulté pour nos forces de police. Et puis, difficulté sur la mer des Caraïbes. Pourquoi? Parce que l'espace est vaste, il nous faut des moyens maritimes puissants. Ben, disons les choses comme elles sont. Nous n'avons pas suffisamment de frégates, nous n'avons pas suffisamment d'hélicoptères, nous avons des moyens qui sont même un peu vieillissants. Donc, dans notre rapport, nous le disons extrêmement clairement, si l'on veut lutter contre le narcotrafic, sur le continent européen, évidemment sur la France, il faut bien comprendre ce qui se passe dans nos territoires d'outre-mer, qui sont devenus des zones de rebond, c'est-à-dire qu'on y stocke de la drogue. Cette drogue, pour la protéger, eh bien, on recrute, et on recrute des criminels de plus en plus jeunes, on leur fournit des armes, donc on rentre dans une spirale qui est une spirale extrêmement dangereuse parce qu'elle est accompagnée de violence, de crimes graves. Attention, elle est accompagnée de corruption, d'actes corruptifs de plus en plus graves. Et dans notre loi, eh bien, nous luttons contre ça. La corruption, plus de renseignements, plus de moyens donnés à nos forces de l'ordre pour investiguer, pour rechercher et pour ensuite traduire devant la justice. Renforcer les capacités de surveillance des espaces maritimes, des moyens de détection, approfondir aussi la coordination entre les différents services administratifs, les différents secteurs de l'État, adapter peut-être au mode d'action des narcotrafiquants. Vous avez donné l'exemple de ces filières qui se redéploient aussi rapidement qu'elles ont été interceptées, et aussi renforcer, je dirais, la coopération internationale, sans laquelle je pense qu'effectivement il est difficile d'avancer. C'est un peu les grands axes, peut-être de Bien la, sûr. d'une lutte globale contre le narcotrafic dans les Outre-mer. Vous l'avez pointé à juste titre, la coopération internationale, elle est absolument indispensable. Et vous savez que sur les côtes de l'Atlantique, nous avons un dispositif qui s'appelle le MAOC, hein, et ce sont des échanges d'informations qui sont de première main et qui nous permettent d'appréhender, on le voit régulièrement, des bateaux qui transportent des quantités de drogue considérables. Enfin, tout cela étonne, mais moi le premier, les saisies maintenant de 10 tonnes de drogue, bon, écoutez, on en parle, mais je ne dis pas que c'est courant, mais c'est quelque chose qui est fréquent. J'observe d'ailleurs que quand vous saisissez 10 tonnes de drogue, ça n'a aucune incidence ni sur les prix de la cocaïne en Europe, en France, ni sur les délais de livraison. Ça veut dire que les quantités sont énormes et que les stocks sont énormes. Oui, plus de coopération. Nous coopérons avec les États-Unis. Souhaitons d'ailleurs que la nouvelle donne politique aux États-Unis n'affaiblisse pas cette coopération. Elle est absolument essentielle. Et puis, ce qu'il faut, ce sont aussi des techniques nouvelles. Surveiller l'océan, ça passe par une surveillance satellitaire, ça passe par des dispositifs qui sont techniquement extrêmement puissants. Allez, on prend un exemple. Aujourd'hui, on transporte de plus en plus avec des sous-marins, des sous-marins de poche, mais pas que. Il y a aussi des sous-marins qui sont
des sous-marins très, très, très importants. C'est pas du petit sous-marin. Non. Tout ça, pour le surveiller, il faut des moyens techniques, il faut des moyens puissants. Donc, il faut absolument que nous puissions doter la marine, la douane de ces moyens. Et puis, il faut juger plus vite, il faut juger plus rapidement. Et malheureusement, nos tribunaux, que ce soit à Cayenne, que ce soit à Fort-de-France, mais ils sont moyens un peu courts. Alors, j'ai une dernière question, monsieur le sénateur, et je m'excuse auprès de Jean-Marc Vigilant et Frédéric Ploquin, on a pris un peu de retard, mais on a quand même encore du temps devant nous. Une dernière question, Étienne Blanc. Euh, il s'est passé en Martinique à l'automne dernier des violences très fortes menées par des acteurs qui étaient soupçonnés, soyons prudents, de relations avec le narcotrafic. Et la relation entre les violences urbaines qu'on peut constater et le narcotrafic ne vous interpelle-t-elle pas et a-t-elle inspiré ou modifié votre approche de la loi qui a été votée à la fin de l'année 2024, donc après ces émeutes? Bien sûr, la gravité de ces émeutes, la violence de ces émeutes nous a évidemment interpellés. Alors nous, dans notre rapport, on l'indique, hein, il y a eu des personnes dans des services de l'État qui ont donné des informations euh, aux, moi j'appelle ça des rebelles, il faut dire les choses comme elles sont. Hein. Et voilà le contexte, un contexte qui est extrêmement grave, extrêmement dangereux. Il y a des armes, il y a des crimes, il y a une violence qui est absolument débridée, il y a une violence qui est sans limite, et on sait qu'il y a eu des informations qui ont été données, notamment par un policier. Et voilà, donc tout ça, c'est écrit en toutes lettres dans notre rapport. Ce que je voudrais dire, c'est très très simple. Les narcotrafiquants, ce qu'ils veulent, c'est créer des espaces dans lesquels ils sont totalement protégés. La police n'y rentre plus, les services de l'État n'y rentrent plus, et là, ils peuvent actionner leur trafic pour l'Europe, mais aussi pour le reste du monde. Donc, ils cherchent à déstabiliser des régions entières, voire même des pays entiers. Regardez ce qui se passe en Amérique du Sud. En Amérique du Sud, il y a des États qui ont été tellement fragilisés qu'ils se sont effondrés et que désormais, ce sont les gangs et les narcotrafiquants qui pilotent. Eh bien, vous savez, les narcotrafiquants, demain, s'ils le pouvaient, que ce soit en Martinique, en Guadeloupe ou en Guyane, eh bien, ils aimeraient bien, ou ils font en sorte aujourd'hui d'avoir ces espaces où ils se sentent protégés, où ils se sentent impunis. Il faut que la France prenne toute la mesure de ce risque. Ce sont des risques pour les familles, ce sont des risques pour les institutions, mais je crois et nous pensons que c'est surtout un risque, c'est aussi un risque pour la nation dans ses rapports avec les Outre-mer. Sûr. Merci, Étienne Blanc. N'hésitez pas à rester avec nous pour échanger après avec nos deux autres intervenants. Jean-Marc Vigilant, merci à vous d'être parmi nous. Pour vous présenter, vous êtes général de l'armée de l'air et de l'espace. Vous avez été directeur de l'école de guerre. Vous avez fait une très grande carrière dans l'armée française et également à l'international. Vous avez longtemps travaillé en coordination avec le commandement intégré de l'OTAN. Et merci à vous d'être là. Et si je puis me permettre très modestement, bravo pour votre carrière si importante. Ce qui m'a amené à vous, c'est que vous avez récemment publié dans un des meilleurs think tanks français, l'IRIS, l'Institut de recherche et d'information stratégique, l'IRIS, une étude, une note qui est disponible hein, en ligne, l'Union européenne face aux menaces hybrides et aux défis de la puissance, que vous avez publié en janvier dernier. Et effectivement, je voulais avoir votre regard sur les enjeux de ce que l'on appelle justement cette guerre hybride dans les Outre-mer. C'est-à-dire en quoi les Outre-mer qui sont de plus en plus fragilisés, on a parlé de vie chère, on a parlé de narcotrafic, mais est-ce que les Outre-mer ne sont pas aussi la cible de ces guerres hybrides qui sont un peu cette nouvelle donnée des guerres contemporaines? Bonsoir Michel Taube. Merci de m'avoir dans notre forum. Effectivement, alors les Outre-mer, je pense qu'il faut pas se focaliser sur les Outre-mer, il faut avoir une vision un peu plus large. La première des choses, c'est de dire que notre monde a malheureusement changé avec un retour du rapport de force entre les puissances
et un recours désinhibé à la violence. La deuxième chose, c'est que dans ce monde très complexe, toutes les crises, qu'elles soient internationales ou crises intérieures, sont reliées entre elles finalement. Et puis, les adversaires de nos démocraties libérales, les adversaires ou les compétiteurs stratégiques de la France, finalement, enfin de la France et des pays occidentaux, nous ont bien observé pendant les 30 dernières années et ils ont vu que nous avions un avantage technologique, là je parle des forces armées, assez important, et donc ils ont théorisé et développé des façons de contourner notre puissance, qu'elle soit puissance militaire ou puissance économique. Et ils ont pu le faire parce que les technologies qui étaient un peu l'apanage des grandes armées occidentales, eh bien, ces technologies modernes se sont démocratisées et sont aujourd'hui accessibles à tout le monde, et pas uniquement aux États pour construire un avion de chasse ou un bateau de guerre, par exemple. Les Chinois, par exemple, ont parfaitement théorisé tout cela dans un livre qui s'appelle La guerre hors limite, hein, qui est sorti en 99, et les Russes également dans une stratégie, enfin, une doctrine où ils expliquent comment, grâce aux technologies, ça développe de nouveaux espaces de bataille virtuels liés aux technologies. Et là, on parle de l'espace exoatmosphérique, on parle du cyberespace ou encore du champ de l'information. Et pour nos compétiteurs stratégiques, le champ de bataille est partout, aussi dans le champ économique, dans le champ financier, dans le champ juridique. Hein. Et ça permet à des acteurs qui seraient en opposition avec nous, eh bien, de mettre en place des stratégies hybrides, dans le sens où c'est une combinaison entre des actions non militaires et militaires, mais surtout ce sont des actions qui sont en général sous le seuil de la détection, sous le seuil de la compréhension, et puis sous le seuil estimé de réaction de celui qui le subit, avec comme objectif de contourner la puissance, d'affaiblir la légitimité et de créer enfin, d'avoir des gains, qu'ils soient des gains politiques ou des gains territoriaux chez cet adversaire. Alors, la forme je dirais, la plus importante de ces stratégies hybrides, eh bien, ce sont les ingérences informationnelles. Et ces ingérences informationnelles, elles sont d'autant plus aisées aujourd'hui que notre monde est très fortement connecté et grâce aux nouvelles technologies et aux technologies de l'information et aux médias sociaux, eh bien, l'information est devenue une arme qui est largement utilisée contre nos propres intérêts. D'ailleurs, ah, On vous entend très bien, Monsieur Vigilant. d'accord, j'ai eu un. D'ailleurs, le, la guerre cognitive, hein, la guerre cognitive, ça consiste à utiliser ces technologies de l'information pour amener et à utiliser également les biais cognitifs d'un groupe ou d'une population pour les amener à avoir une représentation erronée du monde, ce qui va les amener ça va altérer les décisions, inhiber l'action ou encore fragmenter les communautés. Et on se rend compte que c'est exactement ce à quoi eh bien, les populations des démocraties en général et la population française en particulier est soumise de la part de nos compétiteurs stratégiques. Et ce qui est vrai pour la population française enfin, dans l'Hexagone, en métropole, est aussi vrai, bien sûr, pour nos Outre-mer. Et ces stratégies sont des stratégies assez opportunistes qui, en général, vont accentuer des problèmes qui sont déjà existants. C'est vraiment très intéressant. Votre concept de guerre cognitive, elle consiste en fait à façonner les mentalités et notamment de ceux qui utilisent la violence. Je pense que ce que vous... c'est pour ça que je trouvais vraiment votre article dans le think tank Lyris et ce que vous venez de dire extrêmement illustratif de ce qui s'est par exemple passé en Nouvelle-Calédonie l'année dernière au mois de mai et en Martinique septembre, octobre, novembre, à savoir que des citoyens martiniquais se retrouvaient être ultra violents sur la base d'un discours matraqué sur les réseaux sociaux, plus particulièrement sur TikTok, qui façonnait en fait l'état d'esprit de ces jeunes violents. C'est-à-dire, véritablement, ils devenaient, à leur corps défendant, et sans forcément s'en rendre compte, les acteurs, les soldats d'une guerre hybride
déterminée par des acteurs qui, eux, étaient très lucides et qui ne sont pas forcément que français. Est-ce que j'ai tort d'avoir cette approche? C'est exactement ça. Et en fait, dans la guerre de l'information, le principe, c'est de jouer sur les émotions. Et on se rend compte que lorsque l'on produit, et là aujourd'hui avec les outils d'intelligence artificielle qui sont largement disponibles, lorsque l'on produit un contenu faux, essentiellement une vidéo hein, ou du son, enfin bref, des choses qui, euh, plus qu'un texte, hein, mais des choses qui vont vraiment nous émouvoir, hein, on va avoir une réaction forte parce que l'on va voir une situation dramatique, eh bien, ça inhibe un peu la raison et les gens vont d'abord réagir à leur première pulsion et ils vont être victimes souvent de ce qu'on appelle le biais de confirmation, c'est-à-dire qu'ils vont aller consulter d'autres sources, enfin d'autres sources où ils vont aller consulter, on va leur présenter en fait de nouvelles informations sur la base d'algorithmes qui vont les enfermer dans une bulle informationnelle. Et comme ils vont voir de plus en plus d'informations de la même nature et relayées par des gens qui sont dans la même bulle informationnelle, ça va les convaincre que c'est une réalité. Mais ce n'est pas la réalité, c'est une réalité fabriquée. Et donc, ça va les amener à avoir des actions violentes ou à avoir des comportements contre une communauté, contre l'État. Et l'objectif de ces stratégies, bien sûr, c'est d'affaiblir la légitimité de l'État, et puis c'est aussi de générer et d'amplifier des troubles à l'ordre public. Une dernière question d'interviewer Frédéric Ploquin et après vous pourrez tous les trois débattre. Euh, est-ce que, comment expliquez-vous qu'un pays comme l'Azerbaïdjan s'intéresse autant au territoire ultramarin français? Est-ce que c'est parce qu'ils utilisent les Outre-mer comme un des territoires d'affaiblissement de la France et de conduite de leur guerre hybride ou est-ce que vous y voyez d'autres raisons? La première des raisons, c'est que l'Azerbaïdjan n'a pas du tout apprécié que la France prenne position en faveur de l'Arménie dans le conflit qui oppose l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Hein, et donc ça, c'est arrivé en 2023. Et la réaction a été quasi immédiate. L'Azerbaïdjan a créé le Baku Initiative Group, le BIG, et sur la base de ce groupe, ils ont relancé toute une doctrine anticoloniale. Ils ont approché les groupes indépendantistes dans les Outre-mer français et, et ils ont développé une stratégie qui est très clairement documentée. Hein, il s'agit d'abord d'analyser les problèmes socio-économiques dans ces Outre-mer, qui sont le territoire français et la population française, d'identifier des fractures, d'identifier des difficultés et surtout d'identifier des relais. Donc des personnes qui sont assez visibles et qui portent un certain discours, en général un discours contre les institutions et contre l'État, et entrer en contact avec ces personnes-là, et ça a été fait par le biais d'invitations de ces leaders indépendantistes à Bakou, en Azerbaïdjan, où ils ont pu s'exprimer. Ensuite, ce groupe d'initiative leur a donné un soutien dans des interactions, soutien financier, soutien communicationnel, et puis enfin, ils ont déployé toute une campagne de communication hein, avec des médias, comme je vous l'ai dit, hein, avec du contenu qui était absolument fabriqué et artificiel, mais qui se fondent toujours sur il y a toujours quelque chose de réel à l'origine. Hein. Mais ensuite, c'est dévoyé, c'est amplifié, et on utilise des technologies bien connues dans la guerre de l'information. Et donc, l'objectif de l'Azerbaïdjan, c'était clairement d'affaiblir la légitimité de l'État français sur une partie de son territoire et de fragmenter nos communautés et de monter la population ultramarine contre les institutions étatiques. Une toute dernière question, Jean-Marc Vigilant. En quelques mots, est-ce que tout au long de votre belle carrière dans l'armée française et également à l'international et à l'OTAN, est-ce que les Outre-mer y ont tenu une place importante ou pas? Je peux dire que oui, parce que bon, moi, je suis d'origine martiniquaise, même si je ne suis pas né en Martinique, je suis né en métropole. Euh, mais mais j'ai toujours eu un très fort lien familial avec les Antilles. Et finalement, ma vocation professionnelle, puisque j'ai eu une carrière de pilote de chasse, ma vocation, elle est née à l'occasion d'un de mes premiers voyages aux Antilles. Hein. J'étais assez jeune, je devais avoir 9 ans. Et en descendant de ce Boeing 747, j'ai dit à mes parents, je veux être pilote. Et ça ne m'a jamais quitté. Et puis plus tard, j'ai eu l'occasion de revenir aux Antilles dans des fonctions d'inspection des forces armées aux Antilles, hein, que ce soit à la Martinique, en Guyane ou dans d'autres outre-mer. Et puis j'ai pu également faire la promotion dans mes différents postes à l'international de l'archipel France. J'expliquais à tous mes interlocuteurs des autres pays que la France, ce n'était pas que
que l'Hexagone, que la métropole en Europe, mais c'était bien une grande puissance qui avait des territoires et des populations dans tous les océans du monde. Et c'était vraiment voilà, enfin, j'étais vraiment un promoteur et un ambassadeur de cette idée qui est finalement peu connue dans le monde. Les gens ne sont pas conscients que la France, qu'il y a de la France sur les 5 continents en quelque sorte. Hein. Et c'était une idée assez intéressante. Merci à vous, Jean-Marc Vigilant. Frédéric Ploquin, je sais que vous êtes parmi nous. Mhm. Bonsoir, Frédéric Ploquin. Euh, Alors, je ne sais pas si vous m'entendez. et on vous entend très bien. Alors, je ne sais pas si, je crois que Et on vous voit. Et vous on avez, vous voit. vous avez oublié une chose essentielle, c'est que je devais vous quitter à 19 heures Aïe, 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 parce aïe. que j'ai un dîner-débat à Ah, 19h30 voilà, dans Paris. Donc, alors, dans ce cas-là, j'ai oublié on ça. avait dit 45. Ah, bon. C'est pas grave, hein, c'est pas faute de le vouloir. J'aurais bien participé, Non, mais bon, posé, échangé. fallait pas hésiter à me le rappeler. Mais bon, Ah non, vraiment. non, j'allais pas couper. Ah, bah si, quand même. Moi, je vous ai écouté, j'ai appris beaucoup de choses. Bon, Juste ok. en 2 mots, Alors, dire que. on va le Juste, faire en 2 minutes. non, non, en deux Je- mots. Je veux dire que de ce que j'ai retenu, donc, oui, allez-y. la presse ne s'intéresse pas beaucoup aux Antilles, sauf quand il y a des catastrophes. Je suis d'accord. Il faut dire qu'en ce moment, la presse est sur la guerre, va-t-il y avoir la guerre, il faut s'y préparer, etc. Donc ça balaye complètement le reste de l'actualité. La presse fonctionne en entonnoir. Tout le monde est sur une île parce qu'il y a eu une tempête, mais après c'est fini, on oublie. Donc là, les voyages de Manuel Valls a été peu suivi pour cette raison. Et la deuxième chose que je veux dire, c'est mais je crois que j'ai déjà eu l'occasion de lui dire au sénateur, c'est que je trouve formidable que la classe politique française, pour une fois, et merci aux sénateurs, hein, on disait qu'ils servaient à rien, mais finalement, hein, c'est vrai que ça a été longtemps de dire les sénateurs dans leur coin. Mais là, pour une fois, ils ont su dépasser les clivages politiques, effectivement mettre de côté cette histoire de dépénalisation qui est complètement clivante, qui sert à rien, qui nous mène nulle part, qui fait des débats creux, etc. Pour arriver dans le dur et dresser un constat qui, à mon sens, est très très juste de la réalité sur laquelle moi je travaille depuis déjà plus de 30 ans. Bon, voilà, maintenant je pourrais vous raconter des tas de choses, mais je ne vais pas le faire maintenant. Mais en gros, juste un truc, la dernière fois que je suis allé en enquête en Colombie, je suis allé sur la côte Caraïbe, dans le nord de la Colombie, pour filmer, pour faire un documentaire. Et là, j'ai été surpris. En fait, géographiquement, on sait tous que la Colombie n'est pas très loin de la France. Mais on l'oublie tous. Et en réalité, là, quand on se retrouve sur la côte Caraïbe Nord et avec des gars sur la plage et qui vous disent, ouais, moi, 2 moteurs, un bateau, une barque, ouais, je te fais l'aller-retour facile, etc. Allez, viens, on y va. Je dis, oui, effectivement. Là, on prend conscience de la réalité et que d'un coup de bateau, à juste, il faut payer le kérosène, on peut amener 100, 200 kilos de cocaïne et les livrer à un endroit où on veut en Guadeloupe, en Martinique, à Saint-Barth, à Saint-Martin, peu importe. Et cette prise, enfin pour moi, ça a été un moment important. Après, voilà, je sais pas, je pense que je peux répondre à une question. Voilà. Non, mais alors, ça va pas être une question. Alors, ce que je vous propose, Frédéric Ploquin, si vous l'acceptez, c'est que je vous interviewerai plus en profondeur et Ouais, si vous voulez bien, en Zoom on publiera cette interview parce que vous avez d'accord. beaucoup d'autres choses à dire si vous voulez bien. Mais j'aimerais présenter votre dernier livre sur lequel on a publié un article ce matin même, Braqueur, mercenaire, aventurier de l'OAS au grand banditisme. Et c'est un livre que vous avez réalisé avec Jean-Louis Riza, qui a eu une vie extraordinaire, qui justement était braqueur, mercenaire et aventurier, et qui lui aussi d'ailleurs a vécu dans les Caraïbes françaises à un moment donné de sa vie. Ben, c'est un livre d'abord qui n'est pas sorti, il sort cette semaine, il sort le Oui, tout à 26 fait. mars. Mais effectivement, sur la fin de sa vie, cet individu qui est d'abord un parachutiste, un militaire, mais aussi un gangster et un gars qui a rendu pas mal de services, on va dire, à l'ultra-droite à la française dans les années 70-80. À un moment donné, et je crois qu'il y a beaucoup de pieds noirs qui s'y sont installés, il a planté ses bases à Saint-Barth. Et là, au début des années 80, en fait, on se rend compte qu'en fait, cette histoire de présence de la cocaïne qu'on découvre aujourd'hui sur nos territoires, etc., à Saint-Barth, quand il s'y installe au début des années 80, ça circule déjà un maximum. Évidemment,
Ça concerne essentiellement le showbiz, mais comme chacun sait, c'est le showbiz qui nous a, voilà, qui a popularisé, qui a rendu populaire en France cette drogue. Donc lui raconte ça, son installation dans les Caraïbes, sa rencontre avec des mafieux new-yorkais, la mafia voilà, italo-américaine, qui venait pas seulement en villégiature dans les îles françaises, la façon dont il s'est ensuite retrouvé directement en contact avec le cartel de Medellín. Donc, on se rend compte voilà, en lisant ce témoignage, en l'écoutant, là encore, je me suis dit, effectivement, c'est une histoire très ancienne. La France a vraiment, on va dire, une proximité géographique, historique avec ces territoires producteurs de cocaïne. Et son récit, de ce point de vue-là, est assez édifiant. Merci, Monsieur Bloquin, et encore une fois, tu Moi, nous as... c'est voilà, c'est un dîner débat, c'est moi qui parle dans ce dîner débat. Voilà, allez-y, Je il suis pas, voilà, n'y a pas je de suis problème. invité, donc j'ai pas le choix, j'ai pas le choix. Et si vous voulez, on refera dans quelques jours une Oui, interview spécifique, comme ça, on pourra compléter. il n'y a pas de problème. Merci à vous, bonne Mais merci à soirée. vous et merci pour vos témoignages. J'ai appris Merci. des choses, plein de choses. À Merci. bientôt. Ciao. Je vais me retourner vers Étienne Blanc et Jean-Marc Vigilant. Peut-être une question pour Étienne Blanc. Parmi les personnes que nous avons dans le débat ce soir, il y a un monsieur que je salue, Yvon Joseph Henry, qui fait un commentaire très intéressant et qui dit que, grosso modo, les narcotrafiquants s'installent en fait dans les villes que nous connaissons tous. C'est une ville, j'imagine, de Fort-de-France, ou qui deviennent en fait des quartiers, des rues qui deviennent des zones de gang où certains individus, je cite Monsieur Joseph Henry, ils trouvent leur compte en s'enrichissant, en louant ou en vendant des appartements et des maisons, j'imagine au vu et au su de tout le monde. Est-ce que justement vous attendez de cette loi une sorte de prise de conscience collective que comme on l'a fait sur la lutte contre l'islamisme, où il y a vraiment une prise de conscience collective à partir de grosso modo 2015-2016, on doit tous participer à cette vigilance, à cette surveillance citoyenne, j'ai envie de dire, pour lutter contre le narcotrafic. Est-ce que finalement, ça n'est pas uniquement une question de police, de gendarmerie, de renseignement, de guerre hybride, c'est aussi l'affaire de tout le monde? Alors, on va remettre le son pour Monsieur Étienne Blanc. Alors, juste un instant. Voilà, c'était bon. Alors, c'était bon, mais c'est... Non, il n'y a toujours pas le son, Monsieur Blanc. Il est venu, il est reparti. Et le son. Alors, Voilà, là, c'est bon. parfait. Je crois que vous posez très très bien la question. Et je l'ai dit tout à l'heure, l'objectif des narcotrafiquants, c'est de mettre la main sur un territoire et ensuite de protéger ce territoire pour que les services de l'État, que ce soit la police, la justice, le renseignement, ne puissent plus d'une quelconque manière, directe ou indirecte, mettre un pied sur ces territoires-là. Alors, c'est aussi flagrant dans un certain nombre de quartiers de villes françaises. Hein. Quand à Marseille, par exemple, on a vu fleurir ces blocs de béton qui interdisaient l'accès de la police, et derrière ces blocs de béton se développait le trafic de drogue, et c'était un moyen pour les narcotrafiquants de récupérer, de capter une partie du territoire de la République pour y régner comme ils l'entendaient. Ce phénomène-là, il est beaucoup plus puissant dans les territoires d'outre-mer dont nous parlons, Guyane, Guadeloupe et Martinique. Pourquoi? Ça a été très bien dit tout à l'heure par M. Plotin. On est proche de la Colombie, qui est le lieu de production de la drogue, et les narcotrafiquants, ils veulent utiliser ces territoires comme des zones de rebond. Ça veut dire qu'ils veulent stocker, protéger, protéger avec des armes, protéger avec de la violence, protéger aussi avec des recrutements de petites mains, des recrutements de personnes qui renseignent, qui surveillent, des recrutements parfois aussi de criminels. Protéger ces territoires de manière à ce que depuis cette région du monde, on puisse inonder l'ensemble des continents avec de la cocaïne. Et c'est ça le risque majeur. Vous voyez, on a été capable de lutter contre le terrorisme en créant notamment un parquet national antiterrorisme.
Eh bien, c'est pour ça qu'on a créé un parquet national anticriminalité organisée. Parce que cette criminalité organisée, elle peut, par la corruption, par des actions violentes, entrer en possession d'un territoire pour ensuite développer son trafic. Il faut en avoir conscience. C'est un risque majeur pour notre pays. Moi, j'étais très, très heureux d'entendre tout à l'heure un intervenant nous dire attention, ils utilisent toutes les techniques, la désinformation, les moyens technologiques, l'intelligence artificielle, etc. Ils savent faire. Eh bien, donnons à nos services des moyens suffisants pour qu'ils aient trois coups d'avance sur ces criminels. Et justement, vous parliez de Jean-Marc Vigilant. Jean-Marc Vigilant voulait vous répondre. Allez-y, monsieur Vigilant. Allez-y, n'hésitez pas. Jean-Marc Vigilant. Alors, est-ce qu'on vous entend? Alors, je vois avec la technique. Juste un instant. Je crois qu'on a perdu monsieur Vigilant. Est-ce que je me trompe? Sinon, il va revenir. Ah, si vous êtes là, monsieur, allez-y, monsieur Vigilant. Vous avez la parole. Il faudrait juste que vous mettiez le micro sur votre ordinateur. Alors, on vous entend pas. Non, mais voilà. Voilà, c'est bon. En fait, c'est que j'avais pas eu le contrôle, c'est pour ça. Il n'y a pas de problème. Allez-y. Oui, donc ce que je voulais, en fait, ce que je voulais demander au sénateur, à M. Étienne Blanc, dont j'ai beaucoup apprécié l'intervention, euh, quand je vous entends exposer le problème du narcotrafic aux Antilles, et que par ailleurs, je mets ça en parallèle avec ces problèmes beaucoup plus stratégiques de compétition ou même de confrontation entre la France et d'autres États qui s'en prennent à nos outre-mer dans le cadre de stratégies hybrides voilà, pour des buts stratégiques, ça me fait penser à ce qui se passait au Sahel, avec une convergence entre les terroristes et le crime organisé. Et donc, parce que les deux finalement ont un intérêt convergent, c'est que bien la France ne contrôle plus, enfin au Sahel c'était le cas, hein, que le Mali ne puisse plus contrôler son territoire. Et bien, à la limite, dans nos outre-mer, on a un petit peu le même, enfin moi j'ai le même sentiment, c'est-à-dire que ce qui est bon pour les narcotrafiquants est aussi bon pour les compétiteurs stratégiques de la France. Et donc, il peut y avoir collusion, il peut y avoir renforcement, et je pense qu'il faut avoir ça à l'esprit pour en tout cas éviter qu'ils se renforcent mutuellement ou éventuellement détecter des soutiens de l'un vers l'autre dans un sens ou dans l'autre pour protéger au mieux notre population. Restez en... Je vous entends et je crois que vous posez très bien la question. Il faut même peut-être la poser de manière plus explicite. Est-ce que aujourd'hui, un certain nombre de puissances avec lesquelles nous rivalisons utilisent la drogue comme moyen pour déstabiliser notre pays? Et vous l'avez dit, Burkina Faso, Sahel, Niger, désormais, les stupéfiants peuvent passer de manière beaucoup plus facile à travers le Sahel, venant du golfe de Guinée, rentrant en Afrique et remontant ensuite vers l'Afrique du Nord et vers l'Europe. Un certain nombre d'informations ont été données pour dire que les militaires qui ont fait ces coups d'État ont été financés notamment par l'argent du crime. Voilà, on l'a entendu. Alors, moi, je ne suis pas un spécialiste de ces questions et je n'ai sans doute pas les informations suffisantes, mais c'est un sujet qui n'est pas écarté. Je voudrais d'ailleurs dire que quand M. Biden s'est rendu en Chine pour rencontrer Xi Jinping, de quoi ont-ils parlé notamment? Mais ils ont parlé du fentanyl, parce qu'on sait aujourd'hui qu'en Chine, on fabrique des molécules de fentanyl hein, qui peut servir à fabriquer des médicaments, et que les entreprises qui fabriquent du fentanyl en Chine sont subventionnées par le Parti communiste chinois, par l'État chinois. Et d'ici à penser que le fentanyl il est utilisé pour déstabiliser les États-Unis d'Amérique, il n'y a qu'un pas. Et que ce qui est vrai pour le fentanyl, ben, c'est sans doute, à mon avis, vrai aussi pour d'autres produits stupéfiants. Donc, je rejoins parfaitement cette analyse. Et si on n'affaiblit pas le narcotrafic, eh bien, on n'affaiblit pas un moyen d'influence de puissances étrangères qui veulent déstabiliser la France. Est-ce que, permettez-moi deux questions à l'un et l'autre pour conclure. Mais peut-être avant de conclure, quand même, je voudrais dire que je pense vraiment
que c'est en fait d'ailleurs ce qui euh, nous avait alerté dans l'opinion internationale sur la nécessité de s'intéresser beaucoup plus aux Outre-mer. Je pense que ce qui s'est passé en Martinique en septembre, octobre, novembre dernier était malheureusement un cas d'école de ces guerres hybrides qui mêlent narcotrafic, contestation idéologique et utilisation de tous les moyens technologiques informationnels, comme disait Jean-Marc Vigilant, pour déstabiliser un pays. Euh, Auquel d'ailleurs il faut ajouter une dimension idéologique. Monsieur Blanc, lorsque vous dites que vous avez refusé de débattre pour justement ne pas torpiller le focus sur les moyens de lutte contre le narcotrafic, sur la question de la légalisation au nom des drogues, euh, ceux qui, à l'Assemblée nationale, sont hostiles à son projet sont des personnes qui ont aussi une idéologie qui est de collusion souvent avec des acteurs géopolitiques qui contribuent à la déstabilisation de la France. Ça a été clairement dit dans d'autres rapports parlementaires, d'ailleurs, l'année dernière, que le rôle de l'Azerbaïdjan a été décisif aussi dans la déstabilisation de ces territoires. Mais c'est en Martinique, je pense, qu'on aille au même moment, de la part des mêmes personnes, la combinaison de plusieurs facteurs extrêmement troublants et déstabilisants qui sont le narcotrafic, parce que sont soupçonnés, et ils en ont les preuves dans les casiers judiciaires, hein, de certains de participer à du narcotrafic. Deuxièmement, les violences urbaines, utilisation d'armes à feu comme on n'en connaissait pas auparavant. Discours idéologique hostile à la France, discours idéologique de non-alignement. Il faut rappeler, on ne le dit jamais assez, mais une des raisons pour lesquelles l'Azerbaïdjan attaque la France via les territoires d'outre-mer, c'est parce que l'Azerbaïdjan a pris la tête d'un mouvement qui avait disparu pendant 30 ans, qui est le mouvement des non-alignés, qui est un mouvement du soi-disant Sud global, et dont l'idéologie prône la décolonisation des territoires d'outre-mer. Ça fait partie de la déstabilisation. Ça fait partie de la déstabilisation. Et puis, guerre hybride, avec utilisation de moyens informationnels. TikTok, Instagram ont joué un rôle clé à l'automne dernier dans les violences qui ont secoué la Martinique et s'y ajouter un discours politique. Donc, c'est tout ce cocktail pervers et extrêmement puissant qui a été à l'œuvre. Peut-être pas, c'est pas la première fois, on l'a déjà vu à Marseille, on l'a déjà vu dans. Mais je trouve que ce cocktail est extrêmement dangereux et on a eu là encore une fois un cas d'espèce et doit vraiment appeler l'État un choc régalien, un retour du régalien pour pouvoir y faire face. Je crois surtout que la France doit se doter de moyens d'information puissants. Qu'est-ce qui s'est passé en Azerbaïdjan? Ça a été dit tout à l'heure. L'Azerbaïdjan nous reproche notre proximité avec l'Arménie, le vote d'une loi sur le génocide, etc. Moi, je préside au Sénat un groupe qui travaille sur le Haut-Karabakh. C'est 130 000 Arméniens qui vivaient sur cette terre depuis des temps immémoriaux, qui avaient leur patrimoine religieux, culturel, une histoire d'une richesse exceptionnelle qui remonte au début et aux origines de notre civilisation. Voilà 120 ou 130 000 personnes qui ont été asphyxiées, qu'on a contraints à partir sans bagage, à rejoindre l'Arménie, à tout abandonner, son patrimoine, ses morts, ses cimetières, leur histoire. Et ça, c'est une pratique de l'Azerbaïdjan. Quand je regarde les grands médias français, quand je vois comment on a présenté cela, je ne dis pas de manière anecdotique, mais à mon avis, ça n'a pas été à la hauteur d'un drame qui touche aux racines même de notre civilisation. Ça laisse entendre qu'on est quand même un peu candide, et c'est l'origine de l'opposition aujourd'hui entre l'Azerbaïdjan et la France. Puis la deuxième chose, mais oui, mais il ne faut pas être candide. C'est, on a en France un petit problème, c'est que les formations politiques sont devenues un peu courtes. Bien les jeunes Français, mais les Français au sens plus large, ils devraient relire Lénine, mais aussi relire Trotsky, parce que ces méthodes, elles redeviennent hélas d'actualité. Juste. Jean-Marc Vigilant, un mot de conclusion pour vous-même?
pour le micro, on vous entend, on ne vous entend pas. On va vous redonner le micro. Juste un instant, et ça va arriver. Toutes nos excuses. Euh, voilà, c'est bon, allez-y, monsieur Vigilant. Merci. Oui, deux choses, deux messages. Le premier, c'est que pour la population française en général et dans nos outre-mer en particulier, pour les jeunes, euh, il faut enfin, il faut qu'ils développent leur esprit critique. Alors, c'est sûr que lorsque l'on est dans une bulle informationnelle, on a l'impression que tout ce qui vient de l'extérieur, c'est forcément manipulé. Et soi-même, voilà. Donc, en fait, ma recommandation, c'est euh, varier les sources d'informations, y compris aller lire des choses de gens avec qui vous n'êtes pas d'accord, d'une part. Ensuite, apprenez à utiliser les outils modernes. Tous les outils pour faire des fake vidéos, enfin du deepfake, donc des vidéos fausses, des avatars ou des personnes qui tiennent des faux discours, n'importe qui peut faire ça avec des outils qui sont en ligne, libres sur Internet. Donc moi, j'engage les jeunes à apprendre à utiliser ces outils, parce que quand ils verront ce qu'ils sont capables de faire, alors, eh bien, ils seront moins crédules vis-à-vis de ce type de contenu. Et puis mon deuxième message, et là c'est plus vers nos autorités politiques, euh, moi je crois vraiment à l'idée de l'archipel France. C'est une force pour notre pays. Voilà, cette surface, hein, nous sommes la deuxième zone économique exclusive au monde. Une grande surface maritime qui est difficile de contrôler parce que notre marine est un peu sous-dimensionnée. Mais pour autant, il faut que l'on aide les territoires d'outre-mer à davantage s'intégrer dans leur région. Et donc, il faut leur faire confiance parce que ce sont des capteurs au sens où ils ont la meilleure compréhension des régions du monde dans lesquelles ils se trouvent, bien mieux qu'à Paris. Et puis, ce sont aussi des effecteurs. Ils permettent d'agir et d'influencer nos partenaires dans ces régions. C'est une projection de la France et c'est une projection de l'Europe également. Mais il ne faut pas que nos institutions européennes, et je crois que Madame la sénatrice l'a très bien dit, le droit n'est pas adapté. Quand j'entends que la Martinique ne peut pas commercer avec l'île d'à côté parce qu'il y a des normes européennes qui empêchent de le faire, bon, ben, il faut repenser tout ça, quoi. C'est un peu, voilà. Donc, à mon avis, c'est vraiment intégration des Outre-mer dans leur région. D'ailleurs, vous disiez, monsieur le Vigilant, qu'il faut aller lire la littérature de l'ennemi d'en face et de ceux qui nous, pour mieux comprendre à qui on a affaire. On se souvient qu'en 1934, je crois, ou 31, le futur général de Gaulle avait écrit un très grand livre qui s'appelait Vers l'armée de métier. Et le drame, c'est que son livre n'avait pas été lu par l'armée française, il avait été lu par l'armée allemande et avait inspiré la militarisation adaptée de l'armée allemande à ce qui allait arriver ensuite. Et c'est vrai que c'est un très bon conseil que vous nous avez donné. Messieurs, je vous remercie. Je ne sais pas si Michel Jacques est encore là. Je tiens aussi à la remercier, ainsi que Frédéric Ploquin. On va clore ce nouveau forum. On va le diffuser sur opinioninternationale.com dans les tout prochains jours et on adressera à plusieurs parlementaires, notamment à l'Assemblée nationale, l'encouragement à ce qu'ils le voient. Mais merci à vous, merci Étienne Blanc d'avoir été un des principaux acteurs du vote de cette loi qui, à mon avis, sera tout simplement utile pour nous Français, pour nos amis ultramarins, mais pour tous les Français, parce que c'est une nouvelle guerre dans laquelle nous sommes impliqués et votre travail aura donné des outils nouveaux pour permettre d'avancer dans cette lutte sans merci. Merci à vous, merci à mon équipe Georgia Sarictor, Radwan Kourak, et on se donne rendez-vous dans 15 jours pour le prochain forum, le cinquième forum Opinion Outre-mer. Merci encore et passez une très très bonne soirée. Bonne